One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial sur Al24 News. Le rêve des Verts s'est arrêté à Vancouver, battu 2-0 par la Suisse. L'Algérie quitte la Coupe du Monde dès les 16e de finale après un parcours qui aura suscité autant d'espoir que de questions. Une élimination qui marque également la fin d'une époque avec l'annonce de la retraite internationale de Riyad Mahrez. Alors ce soir, place au décryptage complet de cette élimination précoce de l'Algérie avec nos consultants. Bonsoir Karim. Bonsoir Khadija. Bonsoir Antal. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Jamal, bonsoir. Et bonsoir aussi à Mustafa. Bonsoir. Bonsoir à tous messieurs. Club Mondial, c'est tout de suite après. Et donc, le rêve s'arrête à Vancouver. Quel sentiment domine après cette élimination? Je commence avec vous, Antal. Sentiment de déception, on va dire déception à la hauteur des attentes. Et puis voilà, comme on va dire comme l'ensemble de la population algérienne aujourd'hui, on peut dire on s'est levé, mais on s'est pas couché même, et avec la tête et le cœur lourds, parce qu'il y avait vraiment un sentiment de déception et de frustration. Karim, un premier commentaire par rapport à cette sortie, par rapport à cette élimination prématurée? Bah oui, c'est ce que, comme l'a dit Antar, et c'est ce que ressent un peu tout le monde. Il y a un peu forcément de la tristesse, de la frustration, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait un match, d'avoir joué. Si on rentre un peu plus... Moi, le sentiment que j'ai eu... ce que je dis à Khaled, parce qu'on l'a regardé ensemble, j'ai l'impression qu'on fait un match amical, un match de préparation de début de saison. Et on ne sentait pas ce 16e de finale, l'importance du match. Et donc voilà, à part les premières minutes dans lesquelles on est bien rentré, on a poussé, mais après, sinon, c'était. Voilà, je sais pas, on nous a laissé sur notre faim. Khaled? Ouais, je vais rejoindre ce qu'a dit Antar et Karim, c'est-à-dire qu'il y a frustration, tristesse. Frustration parce que, en fait, j'ai regardé le match juste avant de Portugal-Croatie, avant de regarder notre match. J'ai vu un 16e de finale avec deux équipes qui avaient envie de l'emporter. Et j'ai vu un match entre la Suisse et l'Algérie qu'on a traversé. Sans, je sais pas, comme l'a dit, on dirait un match amical de début de saison. Donc, là, on y viendra un peu plus tard. Je pense que nos joueurs ont fait tellement de choses à l'énergie, tellement de choses à la volonté, eux-mêmes, que hier, à un moment donné, c'est pour ça que
ça a ses limites. Karim avait montré souvent l'organisation défensive, la notion de bloc, etc. Mais on les a sentis vraiment sur les 10 premières minutes où il y a cette volonté d'aller faire ensemble. Mais après, ils ont besoin d'être aussi guidés. Et limite, on a vraiment aussi beaucoup d'empathie pour eux, parce qu'on les a sentis un peu aussi livrés à eux-mêmes. Justement, je pense qu'il ne faudra pas analyser uniquement le match d'hier. Je pense que si on veut vraiment analyser, il faut aller aux origines, les conséquences qui a amené au match d'hier. Très bien. Je pense qu'on a toutes les missions pour pouvoir rentrer dedans. Tout à fait, bien dit. Et puis, Jamel Rachdi, comment décrire cette désillusion? Tu as parlé de rêve, Khadija. Le rêve peut s'estomper. On se réveille, bon matin, on a rêvé, c'est tout. Hein? Et on espère qu'on n'a même pas dormi. On n'a pas dormi, oui. Mais lorsque le rêve se transforme en cauchemar, c'était un vrai cauchemar hier. Honnêtement, pour 45 millions d'Algériens, ça passait très mal. On avait mal, on était abattus, on était tristes, désemparés par autant d'insuffisance, autant d'incompétence, à la limite, je dirais. Je ne préserve pas totalement les joueurs, même s'ils ne sont pas totalement responsables. Parce que j'impute l'entière responsabilité au staff qui a fait perdre ces joueurs sur un terrain. Voilà. Moustapha, quel est votre sentiment après cette élimination? Comment avez-vous vécu cette élimination? Tout comme les frères ici, et tous les Algériens, déçus, c'est normal. Frustrés après cette défaite inattendue. On ne s'attendait pas à un tel match. On n'a pas joué l'Argentine ou la France ou une équipe comme ça, champion du monde. On a joué que la Suisse, malgré que c'est vrai qu'on a respecté cette équipe. Mais quand on voit les joueurs sur un terrain, je pensais qu'on était dans un match amical comme ça. Parce qu'on n'a pas senti notre équipe qui ont volé, on n'a pas senti cette rigueur, on n'a pas senti, on n'a pas vu le match qu'on a fait contre la Jordanie et aussi contre l'Autriche. On n'a pas senti. C'est pour ça que j'ai dit en football, ça va trop vite, La vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. On attend à dire que notre équipe nationale avait de la personnalité. Ils ont volé après 3 jours ou 4 jours. On a vu une autre sélection. C'est pas l'Algérien, c'est pas l'Algérie, c'est pas les joueurs qu'on attendait beaucoup sur eux. Karim, est-ce une élimination logique vu la physionomie de la rencontre? Du match? Oui. Du match, on ne peut pas espérer plus que... Je veux dire, c'est pas comme si... non, je veux dire, le résultat, on n'a pas de regret à avoir sur ce match-là en termes de résultats, en termes par contre de performance et de ce qu'on a là, bien sûr. Mais pour moi, c'est surtout une question d'organisation. C'est toujours le même sujet, c'est-à-dire à savoir que coordonner les courses, jouer ensemble. J'ai senti des joueurs qui étaient perdus sur le terrain. C'est pour ça, même en tard, quand tu disais t'imputes pas à la réputation, j'ai le sentiment aussi, limite me faisait de la peine par moment. Il y a on va montrer après même une image sur laquelle où c'est un sport d'équipe à ce niveau-là, c'est chaque détail, c'est chaque centimètre qui compte. Et si on ne les fait pas ensemble, on peut pas avoir de résultats tout simplement. Ouais, c'est pas grand-chose. Je veux dire, donc là, à ce niveau-là, nous, on a des failles qui sont trop importantes, j'ai envie de dire, pendant cette compétition-là. Ça avait commencé dès l'Argentine. Après, sur le deuxième match, avec de l'orgueil, on a su remonter un score, mais tout n'était pas parfait non plus. On a aussi essayé de créer une vague positive pour essayer d'encourager et de leur donner des bonnes vibes. Sur le troisième match, c'est un match sorti totalement du contexte qui est très particulier. Donc on ne peut pas le rentrer là-dedans. Et en fait, c'est le quatrième match. Et sur ce quatrième match, là où c'est un vrai match, je veux dire, là maintenant il y a un enjeu. Voilà. Celui qui gagne, il continue. Celui qui perd, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas gérer, il n'y a pas de calcul possible. Ben là, c'était un peu triste. Antar, si on revient à la physionomie de la rencontre, à quel moment vous avez senti que ce match n'appartenait définitivement ou avait échappé à nos joueurs? Non, mais déjà, quand on avait ici des discussions sur le 11 de départ, puis quand on a vu le 11 de départ, on est sur, on va dire, des compos similaires au match contre le Nigeria, à la CAN.
Donc, une fois qu'on a Maza avant-centre, c'est très compliqué d'exister dans le rapport de force. C'est très compliqué d'exister dans le rapport de force. C'est un très très bon joueur, mais c'est pas son poste. C'est là où je dis tout à l'heure, autant on peut être dur par moment avec les joueurs, on peut être très exigeant, mais là, sur ce match-là, on n'a pas toutes les billes en main pour pouvoir on va dire, remporter le match. On se met en difficulté dès le départ. On se met en difficulté, et puis ce que ça dégage aussi comme énergie. Après, on est à quelques heures après la défaite, et l'élimination. Mais les joueurs, nos joueurs n'ont rien à envier aux joueurs suisses. Ça, c'est une certitude. Mais j'aimerais bien savoir, dans la tête du staff, comment ils ont présenté la Suisse. Comment ils ont présenté la Suisse aussi à nos joueurs. Parce que la fin du match, elle laisse présager quand même qu'il y a un sentiment de nostalgie quand même chez notre staff à nous par rapport à des années antérieures. Après, je ne sais même pas si la question c'est comment ils ont présenté la Suisse, mais c'est qu'est-ce que tu as voulu faire pour contrer la Suisse. Bon, c'est cette question-là, moi, qui m'interroge. Qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer de contrecarrer la Suisse? Khaled, et surtout, pourquoi changer une formule qui avait fonctionné face à l'Autriche? Mais 4 matchs, 4 compos différentes. Quasiment. En fait, pratique. Depuis le début, on s'est donné des raisons de t'y croire. Parce qu'à chaque fois qu'on voit un match, depuis déjà 2 ans et demi, depuis 28 mois, depuis l'arrivée de Petkovic, on voyait que l'équipe commençait peut-être des fois à gagner, des fois elle faisait chou blanc dans une compétition. Mais lorsque, en Coupe d'Afrique, vous faites un quart de finale aussi catastrophique que contre le Nigeria, et on fait un remake hier, tu te dis, il y a quelque chose qui cloche. Parce que pendant 2 ans et demi, on n'a pas pu construire une équipe, il n'y a pas d'identité de jeu, on n'a pas de gardien de but, il faut le dire. C'est-à-dire que hier, c'était la consécration du bricolage qui dure déjà depuis 2 ans et demi. Moi, je le dis vertement, c'est vraiment du bricolage. Ce staff nous a pris de haut. Il nous a pris de haut, et moi je dirais même qu'il y a eu même du mépris envers le peuple algérien, parce que lorsqu'on entend les déclarations du staff, on se dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces déclarations. Le sélectionneur s'est-il trompé, Khaled? Sur le 11, oui. Hier, tu m'as posé la question, Khadija, en te disant, moi, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce qu'une composition, malheureusement, on peut l'analyser qu'après le match. Mais comme a dit Jamel, à partir du moment où tu vois la composition, obligatoirement, tu penses au Nigeria. Quand tu mets un joueur comme Maza, numéro 9, on peut l'entendre, tu mets un numéro 9 qui va pas aller au duel de la tête. Un faux 9 qui va pas aller au duel de la tête, c'est pas ce qu'on lui demande. Qui va demander les ballons dans les pieds pour pouvoir participer au jeu. On est d'accord, donc il va essayer d'aspirer les défenseurs suisses. Mais qu'à ses côtés, tu mets pas 2 flèches, que tu mets pas 2 avions de chasse pour prendre la profondeur, pourquoi tu mets ce 9-là? Et puis il reconnaît à juste titre que, c'est-à-dire un peu, le problème c'est au niveau défensif, on n'est pas assez solide. Le sélectionneur l'a dit. Et il avait eu certaines garanties quand il a joué à 3 ou à 5. C'est pour ça que... Et tu te dis, mais pourquoi alors ces joueurs ont envie de jouer dans ce système-là? Le public algérien connaît très très bien le football, donc on ne peut pas raconter d'histoire. Hein. C'est visible. Et c'est visible que Belghali, c'est un piston. Ait Nouri, c'est des pistons en force. Donc, il est où le problème de mettre un système qui convient aux joueurs? Il est campé sur ses idées, il c'est toujours son 4-3-3. Et qui a été concluant. Qui a été concluant contre le... Même si, sur le plan offensif, on n'avait pas apporté grand-chose, mais contre l'Uruguay, un dispositif à 3, ça a été concluant. Lorsqu'on a contré le Congo, en fin de partie, il y a eu trois actions, ou pas? Donc, pourquoi ce staff, ou Petkovic, meurt avec des idées qui ne conviennent pas à l'équipe nationale? Mais après, est-ce que c'est pas la même compétition? Ils ne conviennent pas. Je parle de la philosophie de jeu. Non. C'est pas la même compétition. Moustapha, c'est pas une question de compétition. En fait, toi, tu mets un système. Compétition. Quelle compétition? On est en train de jouer 2 compétitions. Pardon. On a joué la Coupe d'Afrique, on a fait un fiasco. On a joué la Coupe du Monde, on a fait un fiasco. Maintenant, il faut tirer la sonnette d'alarme. C'est tout. Il faut faire le bilan.
Il ne faut pas aller se dérober. Voilà. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est très fragile derrière. C'est très fragile. Ce n'est pas une question d'être fragile. Il y a des joueurs qui ont leur position, pardon. Il y a des joueurs qui auraient pu jouer à 3 dans un dispositif à 3. On aurait pu faire changer les choses. Mais lui, non, c'est comme ça. On va écouter Mustapha puis Khaled. Non, tranquille. Oui, Mustapha. Oui, je respecte ce que dit Jamal. Il parle avec le cœur. C'est normal. On est tous dépassés. Après, quand on voit la stratégie de jeu du coach, au départ, on en a parlé en off, on a senti que ça venait pas avec Maza comme avant-centre. Donc c'était pas possible. On n'a pas besoin de sentir. Hein. Avant le match, on le savait que ça pouvait pas venir. Exactement. On en parlait en off. On en a parlé d'ailleurs. Avant le match, on le savait. Mais tu sais, en fait, le truc, c'est par rapport à ce que tu disais, Jamel, cette frustration. La frustration, elle naît de où? Elle naît du fait que à chaque fois, on essaie d'analyser ici assez factuellement les choses, sans émotion. Donc, quand il y a un système qui commençait à fonctionner, ou quand il y avait quelque chose qui commençait à fonctionner, on voyait un début de quelque chose. Ah tiens, ben là, comme défense à 3. Ah tiens, on marque pas devant, mais au moins on est solide derrière. Exact. On peut commencer à construire. Donc, le match d'après, il va essayer de commencer. Et là, d'un coup, à chaque fois qu'il y avait un petit truc où deux joueurs qui ont voyé une complémentarité, boum, il échange ou il fait autre chose. Et c'est ça, c'est cette frustration qu'on a. Et parce que là, alors nous, on se dit, avec Khaled et Kanta, on analyse tout, là, on a regardé je ne sais pas combien de matchs et de vidéos, et on se dit, c'est bon, là, il a tout testé. C'est bon, maintenant, on arrive un peu à appréhender qu'est-ce qu'il peut. Et là, d'un coup, il y a Maza qui sort devant. On ne peut pas tester en Coupe du Monde. Il ne manquait plus que Ben Bot soit ailier gauche, et puis c'est bon. Comment expliquer ces changements? Comment expliquer ces attitudes? En fait, le problème, c'est que c'est dur à expliquer. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de respect pour le métier d'entraîneur et c'est un métier que j'ai envie de faire. Vraiment beaucoup de respect parce que c'est un métier qui est très difficile. Mais la chose qui est importante quand entraîneur, c'est d'être cohérent. Il faut essayer d'être cohérent le plus possible. Il y a eu une Coupe d'Afrique avec des hauts et des bas. Le match du Nigeria a remis beaucoup de choses en cause. Il y a eu, je pense, un bilan qui a été fait, une analyse qui a été faite et ça nous a donné le match de l'Uruguay. On était tous ici présents après le match de l'Uruguay. Et on était tous unanimes pour dire que, tiens, il y a une base de travail, comme a dit Karim. 3 derrière. La seule problématique, si tu te souviens, c'était les 3 de devant. Il avait mis Aouar, Gouiri et Maza. On disait, les 3 de devant, ils n'étaient pas complémentaires, donc peut-être qu'il va falloir travailler l'animation offensive. Mais les 3 derrière, on va garder. Il va peut-être trouver aussi la paire des doubles pivots, et on va construire à partir de là. Et puis d'un coup, plus rien. C'est-à-dire que 2-3, où on est, comme l'a dit Karim, on est un peu confiant, on gagne en sécurité. D'un coup, il change. Ça s'est passé contre la Hollande. Il change avec un milieu de terrain neuf, qu'on n'avait jamais vu. Donc, en fait, toutes ces permutations, il y a un élément qui est très simple. Hein. Si on reste sur l'aspect factuel du jeu, il y a un élément qui est très simple. Les joueurs, ils ont besoin de repères. Absolument. Les joueurs, ils ont besoin de repères. Tous ces manques de repères, c'est ça que je voulais dire. Ils ont besoin de repères. Ils ont besoin d'un cadre clair auquel ils vont pouvoir faire référence quand il y a un coup de moins bien, quand il y a ce qu'on appelle le temps faible. Comme ils ont leurs repères, ils savent qu'ils ont travaillé, ils savent qu'ils ont le partenaire à droite, à gauche, ils ont des repères avec ces joueurs-là, ok, ils vont prendre confiance en se référant à ce cadre-là. Mais si, sur les 4 matchs, il y a 4 équipes, il y a 4 compos différentes, que les complémentarités qui ont été testées contre la Hollande, qui n'ont pas donné satisfaction, sont reproduites sur un match à élimination directe, bien sûr que tu en viens à te poser des questions. Et là, nous, on ne remet pas le métier d'entraîneur en cause. C'est un métier qu'on fait et qu'on veut faire. Et on sait très bien qu'on sera critiqué le jour où on ne sera pas bon dans nos choix. C'est difficile, on le sait. Mais on le sait très bien, ça. Et qu'on sera critiqué. Ça fait partie, comme quand on était joueur, ça fait partie du métier. Maintenant, il faut juste avoir une ligne de conduite, être cohérent. Et cette nouvelle génération de joueurs, elle ne fonctionne pas comme il y a 20 ans. C'est comme ça, je te dis, tu fais comme ça et pas autrement. Imaginons que tu étais entraîneur hier ou adjoint. À la fin du match, tu peux faire une déclaration comme a fait celle de son adjoint lorsqu'il a dit qu'il faut tirer des choses positives de ce match. Non, tu sais, là, je te pose la question. Tu me parles de staff. L'image qui me vient en tête, moi, c'est l'image de l'entraîneur égyptien quand il s'est qualifié. Oui. Voilà. Et ce que ça représentait pour lui et pour son pays. Dans la déclaration du coach adjoint de Petkovic, on sent un détachement et
et comment dire, Une un non-implication. manque de connexion. Bien Manque sûr. de connexion avec la réalité du public algérien. Est-ce que le public algérien a déjà vécu, footballistiquement parlant? Il y a un manque de connexion avec la réalité. Moi, je pourrais utiliser un autre terme même. Lequel? Condescendance. Hmm Condescendance. Parce Mais, que le sentiment que j'ai eu, c'était de dire ah, c'est bon, vous, vous êtes arrivé jusqu'au 16e, c'est bien, ça C'est faisait ça. 12 ans, vous êtes satisfait du truc. On se contente, c'est ça. Ouais. Comme si on n'avait pas le droit d'espérer mieux. Mais après, si tu C'est restes, ça tu le vois, mépris. C'est pour ça que j'ai parlé de mépris. Honnêtement, je l'assimile à du mépris. C'est-à-dire, vous, en tant que Suisse, vous êtes qui? Et nous, on est qui? C'est ça le problème. Moi, pour moi, je vous assure que j'assimile ça à des propos, à des déclarations d'un colon, tout simplement. On est là, on a fait ce qu'on a fait, et c'est tout. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Il y a d'autres voies légales pour partir. Et j'ai comme l'impression que cet entraîneur, que ce staff, a fait tellement d'erreurs, sciemment ou inconsciemment, qu'il veut se faire virer pour avoir le pactole. Et si on revenait, messieurs, à la rencontre elle-même, quand et comment vous avez senti que le match où que Petkovic avait catégoriquement perdu sa bataille technique? déjà sur le 11 de départ. Déjà, oui. Le 11 de départ. Sur le choix. Sur le 11 de départ et sur les fragilités qui ont pu être aperçues auparavant, notamment, on l'a vu aussi sur que dans la paire centrale, Mendy n'était pas au top de sa forme et que l'éventualité peut-être de renforcer autour avec une défense à 3, libérer un peu plus les pistons. Et puis derrière, l'avènement de Maza avant-centre. L'avènement de Maza avant-centre, où derrière, nous, on regardait, il nous faisait de la peine de le voir courir un peu dans tous les sens. C'est un poste qu'il ne connaît pas. C'est un poste qu'il ne connaît pas. Totalement vidé. L'Algérie a-t-elle manqué d'un point d'appui offensif dans ce match? Oui, après, c'est un vieux dossier. Vous voulez ressortir forcément, en plus, on a joué quasiment qu'avec des milieux. Hein. On a joué avec 4 défenseurs et 6 milieux, et un gardien. Offensivement, on n'avait pas... Le seul joueur un peu plus offensif, c'est Riyad Mahrez. Non, j'ai envie de dire même le milieu qui était capable de donner un peu de course, c'était Chaibi, mais qui n'a pas été dans son meilleur jour hier. Ouais. Donc c'était le seul milieu qui pouvait peut-être demander dans la profondeur, qui avait cette aptitude. Est-ce qu'il avait joué au même... Non. Il a eu le même rôle que contre l'Autriche? Non, après moi je ne compare pas les matchs, je dis juste par rapport au profil de Jamel. Dans le milieu qu'il a mis hier, le seul qui pouvait peut-être apporter un peu de profondeur, c'est Fares, et il n'était pas dans son meilleur jour. Donc c'est-à-dire qu'on n'avait que des joueurs qui demandaient dans le ballon dans les pieds, donc on était... Tu le savais contre la Hollande quand tu as mis Aouar, Zerouki, Bentaleb ensemble, tu sais très bien que là, pour casser les lignes par la course ou par la conduite, donc tu es inoffensif. Ça va être compliqué. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a une vraie pointe? Et puis les changements, ils n'ont rien apporté. On n'a pas de pointe. Ben Boali est blessé. Non, mais la situation. Donc tu vas revenir sur la liste de départ. Non, mais Maza, Mustapha, dans ces cas-là, c'est. Non, parce que je reviens, Karim, au choix. Au choix de base d'avoir sélectionné, oui. Je reviens à Boundja et je reviens aussi à Ben Nasser. À Ben Nasser, 40%, il joue mieux que ceux qui sont en place. Après, tu as aussi Boulbina qui est là. Hein. Oui. Et des garçons, ils sont pas partis faire du tourisme aux États-Unis. Quel aurait été votre 11 de départ, sincèrement, dans ce match? Quel aurait été votre 11 de départ dans ce match? Avec les joueurs. Oui. Avec les joueurs qui a la possibilité, c'est déjà l'organisation qui convient aux joueurs. Et là, il n'y a pas de honte à concerter les joueurs. Il n'y a pas de honte. Nous, on l'a vécu, on le fait aussi même avec nos jeunes joueurs. On essaye de voir, on discute avec eux pour voir l'organisation qui pourrait leur convenir. Donc déjà, avec une défense à 3, dans l'axe, ça aurait pu être Mendy, Belhaïd, Ben Sebaini, ça aurait pu être Chergui, Belhaïd, Ben Sebaini, à gauche Ait Nouri, à droite Belghali, 2-6. Si tu restes sur la formule contre l'Autriche qui a été intéressante, tu peux avoir Bentaleb et Chaibi ou un garçon malheureusement qu'on n'a pas vu, que j'aurais aimé voir. Titraoui, Chaibi, j'aurais aimé voir ce que ça donne pour l'avenir au moins. Pour l'avenir, parce que c'est très performant. Après, il peut y avoir 2 garçons en soutien de l'attaquant qui sont Maza
et Riyad Mahrez, et puis un attaquant, que ce soit Ben Bouali ou que ce soit... Ben Bouali qui a fait un bon match ou que ce aussi. soit Gouiri. Ben Bouali ou Gouiri, vu les garçons qui sont dans la liste. On ne parle pas d'autres garçons qui sont pas là. Exactement. Mais les garçons qui sont là, c'est de mettre un système qui correspond à leur qualité. Parce que c'est pas à nous, entraîneurs, d'imposer un système aux joueurs. C'est le système qui va faire émerger leur qualité à eux. Quel aurait été votre 11, Khaled? J'aurais souhaité poser une question à Petkovic. Pourquoi il a pris 6 actions pour en faire jouer 2 seulement? 6 actions. En tout et pour tout, 9 défenseurs. 6 actions Voilà. Pour rester avec l'idée de jouer avec une défense à 4. On va écouter le 11 de Khaled. Quel aurait été votre 11 de départ? Je suis pas loin Pratiquement la même chose. Je suis pas loin de celui d'Antar. Parce qu'en fait, toi, l'entraîneur, qu'est-ce qu'il doit? Il doit essayer de mettre le joueur dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse s'exprimer de la meilleure des manières. Toi, tu n'es pas là pour inventer quoi que ce soit. Et en plus, la particularité d'être sélectionneur, c'est que tu as un projet de jeu, et en fonction de ton projet de jeu, tu vas sélectionner les profils qui correspondent à ton projet de jeu. Donc, quel était le projet de jeu du sélectionneur? Et est-ce que les joueurs que tu as pris correspondaient à ton projet de jeu? C'est pour ça qu'en fait, je parle du mot cohérence. J'ai l'impression qu'il y a trop d'incohérence. Trop. Et au moment où on avait un début de cohérence, eh ben, il l'a laissé tomber, c'est la défense à 3. Après, tu peux l'animer comme tu veux. Hein. Tu peux mettre 2-6 avec un 3-4-3, avec, comme l'a dit Mahrez, Boulbina et un avançant. Tu peux mettre en 3-5-2, avec 2-6, un numéro 10 et 2 attaquants. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ta base à 3, pour moi, après l'Uruguay, si tu te souviens ici sur ce plateau, j'avais dit que pour moi, c'est un système qu'il va falloir prendre de manière définitive. Et je t'avais posé une question, Khadija, je me souviens. Je t'avais dit, est-ce qu'il va l'utiliser uniquement pour l'Argentine et repasser à 4 pour la Jordanie? Et si ça tenait qu'à moi, je resterais à 3 de manière définitive. Donc, en fait, toutes ces choses-là, on n'a rien inventé. Nous, on essaie de voir, on essaie de comprendre. On se dit, tiens, Belaïd avec Mandi et Ben Sebaini, il y a de la sécurité. On les sent à l'aise. On se dit qu'il y a ils ont des repères. On va travailler sur ça et du jour au lendemain, plus rien. Donc moi, personnellement, c'est facile de dire ça après. Mais si tu te souviens encore, il y a 2 jours, moi je dis l'analyse du match de l'Autriche n'est pas celle que j'entends ou que j'entends à travers certains plateaux ou à certaines personnes. Moi, l'analyse du match de l'Autriche nous trompe. Parce que le match de l'Autriche était un match de gestion. Et j'avais peur que par rapport à cette mauvaise analyse, on tombe de haut contre la Suisse. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Très bien. Le débat continue, messieurs, dans Club Mondial après la pub. Bienvenue mesdames et messieurs dans la deuxième partie de Club Mondial et pour nous accompagner dans ce débrief de l'élimination des Verts, nous retrouvons en visioconférence le journaliste et éditorialiste Nabil Djelrit. Bonsoir Nabil et merci d'être avec nous sur Al24 News. Bonsoir Radija, bonsoir à tous et merci pour votre invitation et un grand bonjour à vos invités, Karim, Antar, Khaled et j'ai pas vu le reste du plateau, m'en voulez pas. Alors, c'est Jamel et Mustapha, merci d'être avec nous. Salut Jamel, ouais. Salut. Alors, Nabil, on parlait des choix du sélectionneur Vladimir Petkovic. Et justement, il avait surpris tout le monde avec plusieurs choix. Et avec du recul, sont-ils à l'origine de cette élimination, à votre avis? Comme vous dites, il a surpris beaucoup de monde avec ses choix. Il a déjà, pour commencer, surpris ses propres joueurs. Puisque ses propres joueurs ne s'attendaient pas à cette composition d'équipe, puisque Maza en faux neuf, c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore vécu, qui n'avait pas encore été testé. Donc avant de nous surprendre, il a surpris ses propres joueurs. Alors, je crois qu'effectivement, ça n'explique pas tout, mais en tout cas, ça explique en grande partie la difficulté de cette équipe d'Algérie à pouvoir jouer de manière coordonnée avec des automatismes et des repères. Un joueur comme Ibrahim Maza, c'est un créateur. Moi, je le regarde en Allemagne. Je pense que Khaled aussi avec Leverkusen. Moi, je l'ai vu Karim, je l'ai vu en 6, 8, 10. Je ne l'ai jamais vu en faux neuf. Donc, c'est vrai que c'est des choix qui sont un peu surprenants.
parfois c'est des prises de risques qui sont gagnants. Parfois vous passez pour un génie et parfois vous passez pour un imposteur. C'est comme ça. Moi j'ai une question, Nabil, parce que tu dis qu'il n'était pas au courant, Maza, mais c'est-à-dire il a été averti quand? C'est quand qu'il a su ou qu'il a eu l'information qu'il allait jouer à ce poste-là? Est-ce que tu as l'info? Moi, Karim, je ne peux pas te dire, je ne suis pas avec le groupe, je n'ai pas tous les secrets. Par contre, les informations que j'ai jusqu'à présent, c'est que la composition d'équipe, en règle générale, les joueurs le savent vraiment tout à la fin. Ils sont maintenus un peu sous pression. Alors, est-ce que certains messages sont distillés pour expliquer aux joueurs qui vont jouer ou pas jouer? Je sais par exemple que Lucas Zidane, sur le match face à l'Autriche, il a un peu appris sur la fin, donc il n'a pas été préparé à ça. Est-ce que Ben Bot a été préparé sans que l'autre le sache, par exemple? Je ne pourrais pas te répondre, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que sur tous les matchs que l'Algérie a joués, de toute façon, il y a eu 4 compositions d'équipes différentes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, les joueurs ont été un peu tenus en haleine. Par exemple, sur le premier match face à l'Argentine, Hadj Moussa, il ne sait pas forcément qu'il va jouer quelques heures avant le match. Hein. Donc les joueurs, ils regardent un peu les mises en place. Ils regardent. Vous avez été joueur, moi j'ai pas été joueur, mais il y a des trucs qu'on repère quand un entraîneur normalement, il y a une mise en place. Normalement, il y a une mise en place qui est faite la veille. Tu sais pas si sur la mise en place de la veille, ils sont pas au courant, les joueurs? Pardon? Il y a une mise en place qui est mise la veille d'un match pour préparer les joueurs. A priori, s'ils attendent, eux, qu'on leur donne la compo 3-4 heures avant le match, c'est qu'ils sont pas au courant totalement. Enfin, il y en a certains, ils savent qu'ils vont jouer, puisque, si vous voulez, il y a quand même quelques postes, quelques joueurs fixes un peu dans cette équipe d'Algérie. Aïssa Mandi, Ben Sebaini, t'es sûr de jouer, tu vois. Mais pour les autres autour, franchement, tout le monde s'attend à tout et à son contraire. Et voilà, donc après, c'est la stratégie du coach, c'est sa manière de manager. Est-ce que c'est compatible aujourd'hui avec les jeunes générations et tout? Moi, je ne peux pas répondre, je n'ai pas été coach. Vous avez peut-être des formations de coach, vous avez peut-être été dans des vestiaires, vous savez peut-être quel est le bon modus operandi. En tout cas, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce n'était pas quelque chose qui, en tout cas, plaisait aux joueurs. D'accord, restez avec nous, Nabil. Je vais revenir à Anta. Vous avez parlé tout à l'heure de Zindine Belaïd, qui a été l'un des joueurs les plus utilisés durant les matchs de préparation. Comment expliquer justement qu'il n'est pratiquement ou n'est finalement pas joué? J'ai pas dit qu'il avait été, je suis désolé de te contredire, j'ai pas dit qu'il avait été le joueur le plus utilisé. Hein. Non, vous avez dit il n'a pas été utilisé dans ce mondial. Pourquoi? Moi, je vous ai dit. Pardon. Je veux vous avez parlé de Belaïd. Nabil est encore avec nous? Il nous entend? Par rapport à ce qu'il disait sur c'est prouvé que les nouvelles générations ont besoin d'une pédagogie différente par rapport aux anciennes générations. À apprendre à la dernière minute qui jouent, ils ont besoin d'un lien affectif, ils ont besoin de communication, d'échange, de créer vraiment un lien. Il y a des études qui ont vu le jour sur la relation entraîneur-entraîné. Elle n'est plus la même que dans les années 90 ou même les années 2000. Ça évolue très très vite. Donc oui, forcément que si ils sont très surpris d'un certain management, la performance, elle s'en ressent derrière. Oui, moi je vais compléter avec ce que tu dis. Ce qui est pour moi encore plus important, au-delà de ça, c'est qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire. Donc si ils ne sont pas mis en situation la veille où ils ne peuvent pas se projeter... Après, ça c'est encore autre chose. Parce que là, je revenais par rapport à ce que disait Nabil sur l'aspect management. Je pars du principe que l'aspect foot, il est travaillé. On part du principe, il y a des choses dont on ne parle pas parce que c'est des acquis. C'est quand même le minimum. C'est le minimum syndical que les joueurs ils connaissent leur rôle et ils connaissent l'adversaire. Donc à ce niveau-là, au niveau international. Mais pour Belaïd, c'est un garçon quand même qui a donné satisfaction. Justement, à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a donné satisfaction. À cette défense. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il aurait pu apporter à cette défense? Il y a des approches personnelles. L'entraîneur peut parler avec un joueur, je lui dis voilà, je compte sur toi demain. Il y a ces affinités, ces liens. Elles doivent exister, mais elles doivent exister. Si ce bonhomme ne communique pas du tout. Mais le joueur de foot est un affectif. Bien sûr. Et nous, Algériens, encore plus. Tu sais, la petite accolade, la petite tape, où demain c'est toi qui joues, surtout sur des jeunes. Et je compte sur toi. Bien sûr que ça met en confiance. Bien sûr que c'est très très important, encore plus avec nous. Et le joueur, il va te le rendre.
Donc là, par rapport à Abelaï, tu disais ce qu'il pouvait apporter, ce qu'il a apporté. C'est-à-dire, on n'est pas en train de fabuler, ce qu'il a apporté, de la sérénité, de l'agressivité. Au niveau relance aussi, c'était intéressant. Puis il a apporté une certaine stabilité sur les matchs que j'ai pu... Un équilibre, oui. Et sur justement, les matchs il que avait j'ai pu été voir. utilisé durant tous les matchs de préparation, justement. Ouais, Même en Coupe d'Afrique. Même en Pardon Coupe d'Afrique. Même en Coupe d'Afrique. En tant que titulaire, mais à chaque fois qu'il rentrait dans une défense à 3, il rentrait, il apportait, comme l'a dit, de la sécurité. Il tirait son épingle du jeu. La sécurité, il apportait même une chose qu'on ne fait pas attention, c'est sur coup de pied arrêté, corner. Offensivement, il apportait sa taille, il était souvent à la réception des ballons. Marque à la canne. Son jeu de tête. Il marque à la canne. Il a marqué. Ouais, il a marqué contre la Guinée, mais même sur les corners suivants, même où il n'a pas marqué, c'est souvent lui qui était à la réception, donc il gagnait ses duels. Donc non, il a apporté beaucoup de choses positives. En fait, pourquoi on se pose ces questions-là? Parce qu'on l'a vu, ce qu'il apportait, sinon on ne serait pas en train de se questionner. Ça va? C'est pour ça que pourquoi on a 26 joueurs et on utilisait 13 à 14 joueurs? Donc, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ne pas utiliser des joueurs qu'il a déjà sélectionnés? Pourquoi ne pas faire confiance à des joueurs qu'il a sélectionnés et qu'il a vus? Donc rester dans une défense avec seulement les 4 joueurs et ne pas utiliser Abada, ne pas utiliser Belaïd, ne pas utiliser Tougaï, qui avait quelques complémentarités avec Mendy. Donc pourquoi s'entêter et rester sur ces idées? Jouer avec une défense à 4, alors qu'à 3, ça a bien donné, ça a bien fonctionné. Et puis, Nabil, je reviens vers vous. Donc, le match Suisse-Algérie, c'est sans doute le match qui révèle l'urgence du renouvellement défensif. Bah oui, alors c'est vrai que c'est facile de tomber sur Aïssa Mandi, mais enfin, Aïssa Mandi, c'est un garçon qui a 34 ans, donc si on ne sait pas l'utiliser comme il le faut, c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance. Je vous écoutais avec intérêt là sur un peu les systèmes défensifs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que peut-être qu'il aurait fallu qu'on joue comme en 2010 avec Antar, Magid et Alish, quoi, avec un 3 derrière, et puis vous aviez Belladj à gauche et Matmour qui a été reconverti à droite, quoi. Et d'après ce que j'ai compris, c'est que les joueurs, eux, il y a toujours des discussions entre les joueurs et les coachs, et un coach doit prendre en considération ce que lui disent les joueurs. Par exemple, l'équipe de France en 2018, elle se trouve au cours d'un match où elle se repositionne tactiquement. Et Didier Deschamps va voir Antoine Griezmann et lui dit « Mais dis donc, vous êtes senti bien comme ça ?» Et Griezmann, il lui dit « Oui, on s'est senti bien comme ça et tout. » Et là, Didier Deschamps, il a dit « On continue comme ça. » Moi, de ce que je sais, c'est que y a pas, les garçons en équipe d'Algérie, ils sont respectueux de l'institution et tout, mais ils ont compris qu'ils prenaient beaucoup trop de buts. D'ailleurs, on en a pris 9 en 4 matchs, donc 7 sur le premier tour. Et pour beaucoup, le mieux, effectivement, et je pense qu'ils l'ont dit à leur entraîneur, c'était d'évoluer à 3 derrière parce qu'il y avait peut-être besoin de sécuriser, d'être solide avant tout, et ensuite de faire au mieux possible devant et de jouer aussi avec le coaching éventuellement pour changer les joueurs en cours de match devant. Surtout que je vous rappelle quand même qu'en plus d'une défense qu'on peut trouver fébrile, malheureusement, des fois vous avez des défenses fébriles avec un très bon gardien. Et nous, ça n'a pas été notre cas sur le tournoi. Donc, en fait, c'est le choix du coach, voilà, qui a ses idées, ses principes, et qui a voulu continuer comme ça. Et moi, je crois comprendre que les joueurs n'ont pas vraiment adhéré. D'ailleurs, on le voit sur le match de la Suisse, quand vous parlez du renouvellement défensif, l'équipe, elle est perdue. Elle est perdue, c'est-à-dire sur les 30 dernières minutes, on voit que l'équipe, elle est perdue. Et ça aurait pu être beaucoup plus lourd. Ce match-là, je ne sais pas, peut-être que vous en avez parlé, moi, ça ressemblait au match du Nigeria, quoi. C'est-à-dire que c'est comme les boutons on et off. À un moment, dès qu'il y a eu le but qui est rentré, c'est le bouton off. En fait, c'était terminé, quoi. Et donc, oui, il va falloir réfléchir à l'avenir, notamment pour avoir une assise défensive plus solide. Il y a des joueurs, il y a Belaïd, il y a Chergui, qu'on n'a pas vu beaucoup. C'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu en deuxième partie de saison, mais il aurait pu être frais. Moi, j'ai été le voir contre Paris Saint-Germain et il avait neutralisé Ousmane Dembélé. Alors, je ne dis pas que c'était Ousmane Dembélé en mode de Ligue des Champions, mais il avait fait un très bon match. Et c'est dommage de ne pas aussi avoir vu ce garçon-là. Maintenant, après l'assise défensive, c'est pas que Aïssa Mandi, hein. Ça démarre tout en haut, ça démarre dans les attitudes, dans le pressing. Et je crois que je vous ai vu à plusieurs reprises dans cette émission en parler à juste titre.
Et puis Nabil, peut-être une dernière question avant de vous laisser. Le mondial de Petkovic, promesse ou déception? Quel bilan tirez-vous du premier grand tournoi de Vladimir Petkovic à la tête des Verts? Pour moi, c'est pas le premier grand tournoi, c'est le deuxième, parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas un petit tournoi. Non, moi je suis déçu, je suis frustré. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe d'Algérie. Tout n'est pas de la faute de Petkovic, mais quand on fait le bilan, 4 matchs, 4 compos différentes, 9 buts encaissés, spectateurs contre l'Argentine, on a arraché une victoire contre la Jordanie avec du cœur, c'est vrai. On n'a pas fait un si mauvais match que ça contre l'Autriche, mais contre la Suisse, en fait, on n'a jamais existé. Le match, il n'a jamais commencé. Donc, en fait, notre vrai niveau, on l'a vu contre 2 bonnes équipes, l'Argentine et la Suisse, et contre ces 2 équipes-là, on a pris 5-0. Alors, il avait presque dit, donc là c'était la même chose que Jamel, vous voulez rebondir? Non, Nabil a résumé la situation. Très décevant. Depuis, c'est-à-dire les 2 grands tournois, on est sorti par la petite porte. Il ne suffit pas de gagner la République centrafricaine ou gagner le Mozambique pour dire que nous avons tant de victoires au plan africain. L'Algérien espère que son équipe nationale gravisse des échelons, monte en puissance, joue dans la cour des grands, comme le font d'autres pays. Regardez l'Égypte aujourd'hui. Ils vont jouer un quart de finale. Et l'Égypte, elle avait du cœur. Les joueurs, ils pleuraient. Voilà. Vous voyez la différence? Mais est-ce que c'est l'entraîneur qui transmet ou pas? Ça se transmet aussi. Ça se transmet aussi. Et comme tu l'as dit à juste titre aussi pour Aïssa, le respect qu'on a aussi pour sa carrière et pour ce qu'il a fait, on n'est pas là aujourd'hui pour tirer sur l'ambulance. Pas du tout. Mais cette énergie, elle se transmet. Quand on voit l'émotion avec laquelle parle le sélectionneur égyptien à l'issue du premier tour, et vraiment la rage d'être content pour ses supporters, pour son pays, les joueurs le ressentent aussi. Nos joueurs, ils ont du cœur. Et là, ce que je comprends aussi, à travers aussi ce que tu nous dis aussi, Nabil, c'est qu'il n'y a pas forcément de communication et d'écoute. Dire ton entraîneur, si tu vas le voir 1 fois, 2 fois, mais que il prend pas en considération ce que tu dis, à la fin, tu n'y vas plus. Donc forcément, sur le terrain, quand la situation devient un peu plus compliquée, tu manques de repères aussi pour faire face à ces situations complexes. Mais il y a beaucoup d'incompréhension en fait. Toutes ces données que tu viens de dire, Antar, donnent beaucoup d'incompréhension entre les joueurs et le coach. Comme tu as dit, après, ça se remarque sur le terrain. Forcément. Si tu sais que tu n'es pas écouté, pas le si tu sais que t'es pas... Il ne faut pas avoir un entraîneur qui est un compatriote pour te transmettre ses émotions, te transmettre ce discours. Ali Lozic a transmis, il a transcendé des joueurs. Après, contre l'Allemagne et contre la Russie et contre la Côte d'Ivoire. C'est des tempéraments. Des caractères. Oui, allez-y, on vous écoute, Nabil. Vous pouvez participer au débat. Je trouve vos remarques intéressantes et tout. C'est vrai qu'un entraîneur, avant d'entraîner, il doit être entraînant. Si tu n'entraînes pas, c'est vrai que c'est compliqué. Et moi, je suis d'accord sur l'aspect où il aurait fallu probablement créer du lien avec probablement des adjoints, des adjoints algériens, c'est-à-dire ou des adjoints qui ont porté le maillot de l'équipe d'Algérie et qui ont joué en Europe, comme beaucoup de nos joueurs aujourd'hui. Et comme on peut le voir dans beaucoup de sélections. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ce staff-là, il est un peu en vase clos, il est un peu dans sa tour d'ivoire, et il y a les joueurs qui sont là et qui enregistrent les informations qu'on leur communique, et pas toujours de manière efficace, et pas toujours effectivement avec émotion. Donc c'est vrai que c'est des questions qu'il faut se poser à l'avenir, notamment là, en ayant des gens probablement dans le staff qui incarnent quelque chose dans les yeux des joueurs, parce qu'au final, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment, ça a manqué. Et certains joueurs de la sélection algérienne ont pris les choses en main, pas tout de suite, mais au fur et à mesure dans le tournoi. Ben Taleb, Mahrez, probablement Mandi, et c'est eux
je dis pas qu'ils se sont mis en autogestion, mais on a senti qu'ils ont un peu pris les choses en main. Donc c'est des vraies questions pour la suite, et je pense qu'il faut clairement se poser la question de savoir s'il faut continuer avec ce coach ou pas. Karim, un sélectionneur étranger comprend-il suffisamment les réalités du football algérien ou la mentalité tout simplement du footballeur algérien? Ça, c'est propre après à chaque personne, la capacité à s'immerser et à comprendre la culture locale et les envies et les motivations de chacun. C'est clair qu'on avait déjà eu ce débat pendant la Coupe d'Afrique avec mon ami qui est directeur sportif à Strasbourg et qui nous avait donné l'exemple du Sénégal en disant que eux, ils avaient identifié ça au Sénégal et qu'ils avaient mis des anciens joueurs qui encadraient tout le temps l'équipe nationale pour justement transmettre, qu'il y avait ce devoir de transmission. Et ça pouvait être fait que par des anciens qui avaient vécu déjà des choses et qui en même temps comprenaient le même langage, qui parlaient le même langage que les joueurs. Donc ça peut pas être des supporters, ça peut pas être c'est un langage spécifique et ça il faut le comprendre. Et donc voilà, et c'est pour ça que il y a des nations qui font vraiment appel à des entraîneurs locaux, peu importe le pays. Et donc voilà. Même pour rejoindre, je veux dire, même dans le choix, quand un coach vient pour se présenter pour une nation, la première chose qu'il fait, c'est déjà d'essayer de connaître l'environnement, connaître son identité, connaître ses traditions. Justement, en fait, toutes ces questions-là, il faut qu'il se les pose avant de s'engager pour pouvoir justement essayer d'apporter les réponses adéquates. Donc ça fait partie déjà du profil de l'entraîneur. C'est-à-dire que moi, si je vais n'importe quoi au Cameroun, il faut que je connaisse un peu les mentalités camerounaises. Ou si je vais dans un autre pays d'Afrique, il faut que je connaisse les mentalités pour essayer de les toucher et pour que mon message puisse passer. Faut-il privilégier un technicien qui connaît parfaitement le football algérien? Oui, de toutes les façons, ceux qui ont gagné des titres, c'est des Algériens. En Algérie, quand on voit qui peuvent transmettre les messages, c'est les Algériens, c'est les entraîneurs locaux et algériens. Donc pour nous, même si tu prends par exemple le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, c'est des entraîneurs locaux. Donc entourés par des anciens joueurs. Entraîneurs par des anciens joueurs, c'est normal. Qui ont du vécu, c'est normal. Après, quand on voit cette froideur du coach Petkovic, ça transmet directement aux joueurs. Après, il y a de la passion. Bien sûr. Il y a la passion. La passion. Vaïd, il n'était pas algérien. Oui. Mais il transmettait cette passion, il avait cette rage. Nabil a dit un super truc tout à l'heure, il dit dans le mot entraîneur, il y a entraînant. Ouais. Il y a aussi cet aspect aussi motivationnel, ne serait-ce qu'à travers le langage corporel. Mais moi, je reviens au terme d'implication. Et lorsqu'on voit que les prédécesseurs de Petkovic, Gourcuff, Ali Lozic, Belmadi, etc., venaient 3-4 jours avant chaque stage, prenaient place à Sidi Moussa et commençaient leur job. Selon des informations très officielles, Petkovic arrive le jour même du stage par le vol de Milan, de 4h du matin. Voilà. Donc ça peut dire beaucoup de choses. Est-ce que cet entraîneur s'implique ou pas? Je vais rebondir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure, parce qu'il y a un journaliste connu qui l'a utilisé aussi dans une vidéo. Tu as parlé d'autogestion. Est-ce que les joueurs s'autogèrent? Donc l'information est crédible. Pardon? L'information est crédible. De toute façon, après, il faudra demander aux joueurs comment ils ont vécu les choses. Faudra un retour d'expérience, faudra faire un bilan, mais moi, on ne peut pas me faire croire que cette équipe, elle a bien vécu, en fait. On ne peut pas me le faire croire. On a tous vu ce qui s'est passé. Voilà, on peut tirer des points positifs, certaines satisfactions. On a passé un tour, etc. Mais on sentait qu'il manquait un supplément d'âme. Et puis sur le premier match, on l'a très bien vu. Vous l'aviez très bien analysé, très bien décortiqué. Chacun ne savait pas exactement quel était son rôle, ce qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des matchs, mécaniquement, les joueurs entre eux se sont réglés et ont pris un peu leurs responsabilités. Et c'est bien d'ailleurs. C'est bien parce que ça veut dire que eux, ils sont investis, ils sont là pour le pays et ils ont essayé de régler les choses ou certaines choses. Parfois, il y a un entraîneur, il peut vous apporter certaines choses et ce qu'il ne vous apporte pas, c'est peut-être à vous ensemble d'aller le chercher. Mais voilà, les questions que vous posez sont bonnes. C'est dommage, Nabil.
C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est du gâchis. Et tu perds du temps. Bien sûr. Tu perds du temps et c'est des moments de bonheur pour les supporters aussi dont qu'on aimerait vivre. Et pour moi, la chose positive qu'on retiendra, c'est l'avènement de certains joueurs. C'est l'avènement de Shaibi, c'est l'avènement de Maza, des garçons avec qui tu vas pouvoir aussi construire, mais en tirant vraiment les bonnes conclusions. Exactement. Et puis, Nabil, le débat sur le profil du sélectionneur est relancé. Quelles qualités doivent primer, à ton avis ? Aujourd'hui, les sélectionneurs, en fait, il faut qu'ils soient... Antar en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est avant tout des managers, c'est beaucoup sur l'humain. Ensuite, il faut être bien staffé avec des gens qui sont bons sur la tactique. Mais il faut vraiment des sélectionneurs aujourd'hui dynamiques, connectés aux joueurs. On voit bien un peu les sélectionneurs qui réussissent aujourd'hui. Souvent, c'est pour nous, pour les pays africains, on va dire entre guillemets, c'est souvent des gars qui ont porté le maillot de l'équipe. Regardez par exemple Djamel Belmadi. Djamel Belmadi, on a bien gagné une CAN avec lui. Bien sûr. Bon, après, ça a été plus compliqué, mais en tout cas, on a gagné une CAN avec lui. Mais lui, par exemple, c'est des profils comme ça, ou des gens qui sont, par exemple, autour de vous, Khadija, c'est ça. C'est des gars qui ont porté le maillot d'un pays, qui ont eu aussi des carrières en Europe, en général, donc qui ont tous les logiciels, c'est-à-dire qu'ils connaissent la valeur de porter le maillot d'un pays, ils savent très bien comment ça se passe, ils connaissent l'environnement, donc il n'y a pas de perte de temps à comprendre comment ça se passe, qui est qui, etc. Et en même temps, ils ont aussi l'exigence, et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exigence dans le championnat d'Algérie, loin de là, mais ils ont aussi l'exigence du très haut niveau en Europe, des grands clubs. Ils savent parce qu'un joueur qui joue en Manchester City, ça ne gère pas toujours de la même manière qu'un joueur qui joue sur le continent africain pour différentes raisons. Et donc, c'est ce type de profil qu'il faut aujourd'hui, on le voit bien. Paptio, Belmadi, Regragui, Eric Chell, etc. Donc ils ont tous un peu la même ADN, quoi. C'est une troisième voie, c'est-à-dire qu'ils sont ni locaux ni étrangers. Effectivement, ils sont de nationalité sportive algérienne, sénégalaise, etc. Mais ils ont ce vécu et parfois aussi cette formation en Europe et tout. C'est ça je pense que c'est ça qu'il faut pour l'Algérie. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Ça ne veut pas dire que Nabil, avant de vous laisser filer, une dernière question. Riyad Mahrez, la fin d'une époque. Qui peut aujourd'hui reprendre le flambeau de ce groupe ? Qui peut reprendre les flambeaux de ce groupe ? Là, ce qu'il faudrait, c'est surtout retrouver une âme, en fait. Après, des joueurs algériens avec de la qualité, il y en aura toujours. Comme je dis, des joueurs, on en aura toujours. Donc voilà, après... C'est vrai qu'il y a Maza actuellement qui prend la lumière. Oui, il a des attitudes et tout, mais il faut peut-être pas non plus aller trop vite avec lui, tout lui faire porter. Et peut-être que là, on en a fait un petit peu trop à ce niveau-là. Donc voilà. Riyad Mahrez, c'est une légende du football, pas seulement algérien, mais africain. C'est un garçon qui a tout gagné, qui est un joueur extraordinaire, qui restera même dans l'histoire du football, qui a gagné un titre avec Leicester, dont tout le monde se souviendra 50 ans après, qui est le premier Africain à être devenu le meilleur joueur de Première Ligue. Même Yaya Touré, Samuel Eto'o ne l'ont pas fait. Allez, nous, souvent, moi je suis en France, mais souvent on disait un Platini c'est tous les 20 ans, un Zidane c'est tous les 20 ans, peut-être qu'en Algérie, un Belloumi c'est tous les 20 ans, un Madjer c'est tous les 20 ans, et un Mahrez c'est tous les 20 ans. Donc je ne sais pas combien de temps on va attendre pour avoir encore un joueur. Merci beaucoup Nabil Djellit. Vous étiez avec nous en visioconférence. Merci les gars. À Paris. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Et puis on s'arrête messieurs pour une page de pub et on revient juste après.
Bonsoir à toutes et à tous, ou rebonsoir mesdames et messieurs, vous regardez Club Mondial sur Al24 News et le décryptage complet de ce match Suisse-Algérie. Et tout de suite, Matmour décrypte l'animation défensive. عدولو يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Bon, alors maintenant on va regarder ensemble, pour continuer le débat sur le plateau, toute l'animation défensive de notre équipe nationale. Et spécialement, on a déjà parlé en fait la veille par rapport à la Suisse qui construisait à 3 derrière, comment il fallait agir par rapport à eux. Et donc on va déjà montrer de nouveau justement. Alors la Suisse est en rouge et c'est face au Canada. Donc ils construisent à 3 et on avait montré comment le Canada les avait contrés en faisant cette course-là, en bloquant l'origine de l'action. Donc ça part du gardien adverse et là vous voyez que nous on va les presser mais on presse en reculant. Vous voyez les courses de tout le monde, c'est tout le monde qui recule et qui n'est pas coordonné avec des espaces. Et du coup ils combinent. Nous, on essaie de récupérer le ballon, mais malgré tout, on le repère dans la foulée, on rejoue, et là, en fait, il y a un espace qui s'est créé, et c'est là le décalage où il se crée. Donc, c'est tout à la base, on presse en reculant, tout simplement, et de là, on récupère le ballon, en tout cas, à chaque fois sur le deuxième ballon, ils sont présents. Encore là, dégagement dans l'axe, et l'occasion et le but pour l'équipe adverse. Donc ça, c'était vraiment... Et en fait, attendez juste derrière en régie, je veux juste faire... le problème, là, on parle du problème sur le dernier match, mais en fait, il était là déjà depuis le début du tournoi où on en avait déjà parlé, en disant que chaque joueur, il ne savait pas exactement ce qu'il devait faire et à quel moment. Et là, il y a la séquence où on va revenir tout au début du tournoi, de la Coupe du Monde, face à l'Argentine, où là, maintenant, vous pouvez faire play, s'il vous plaît, où on va mettre en lumière... Ici, d'abord Bentaleb. Si vous regardez Bentaleb, en tout cas, si vous regardez les mouvements des mains, où c'est lui qui essaie de diriger tout le monde, là, il fait des gestes ici à être nourri. Ici, il regarde Maza, il le guide. Là, on voit ici en haut Guiri qui est là, qui lève les bras. Ils ne savent pas, ils sont en train de se guider. Il lui dit non, ne va pas sur lui, va devant. Donc, ils sont en train d'essayer de s'auto-manager sur le terrain parce qu'ils ne savent pas qui doit aller où. Si on remet la séquence, encore une fois, on peut bien observer ça, surtout maintenant si on met la lumière ici sur Maza. On voit qu'il veut sortir, non, il ne sait pas, il revient ici, puis c'est Bentaleb qui lui dit dans le dos, non, ils sont en train de se regarder là, il est en train de dire non, c'est à toi, tu vas sortir dessus, donc il fait des courses, il ne sait pas, derrière il est en train d'écarter les bras, et donc c'était tout ça pour dire que quand nous on avait identifié les choses, on ne voulait pas mettre ça en lumière, mais voilà, on voyait plein d'incohérences comme ça sur la cohésion d'équipe, et en tout cas sur l'animation défensive en équipe. Merci. عدولو قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Donc c'était Matmour décrypte 9 buts encaissés en 4 matchs. Comment expliquer cette fragilité défensive? En fait, c'est ce qu'on dit, c'est défendre ensemble. On attaque ensemble et on défend ensemble. Et à chaque fois qu'on veut défendre, là on a vu le but, la passe à l'origine qui transperce tout le monde. C'était la même chose face à la Hollande. Ça se répète en fait de match en match. Et à chaque fois, c'est pour ça, moi je me dis qu'ils restent en groupe et qu'ils aillent. En tout cas, ils n'ont pas de timing, ils ne sont pas coordonnés en fait dans le pressing. Soit on y va, soit on n'y va pas. Mais il n'y en a pas deux qui y vont, les autres qui sont en train de reculer. Du coup, ça crée des espaces comme un accordéon. Et donc voilà. Donc c'est un problème. Ça ne peut être qu'un manque de consigne. Absolument. Ce que j'allais dire en fait. C'est qu'en fait tout à l'heure, je sais pas, je crois c'est Antar ou Nabil qui parlait d'autogestion. C'est en fait quand les consignes ne sont pas claires, ça crée de l'incompréhension. Et dans forcément l'incompréhension t'amène à essayer de t'auto-gérer pour essayer de colmater les brèches. Malheureusement, comme il y a un manque de travail ensemble, c'est pas fait de manière coordonnée. Ils arrivent, les équipes adverses qui ont un certain niveau quand même, arrivent à trouver les failles et trouver les décalages. Donc ce problème de communication, en fait, est récurrent, mais depuis pas mal de temps. Tu sais, en club, sur une saison entière, il y a des statistiques en Europe du fameux les 16 utiles. Sur un groupe de 25 à 26 joueurs, il y a 16 joueurs qui se partagent 90% du temps de jeu. C'est-à-dire que les 10% de temps de jeu restants, ils restent pour entre le 16e et le 26e.
Donc à la fin, tu utilises pratiquement le même nombre de joueurs par rapport aux automatismes, par rapport à la cohérence de ton projet de jeu. Alors imagine en équipe nationale où tu as très peu de temps, où tu dois avoir une ossature assez cohérente dans la durée pour avoir on va dire sur des matchs aussi décisifs, se trouver les yeux fermés, comprendre le déplacement du partenaire, anticiper les courses, etc. Et là, sur les langages qu'on pouvait voir, là, Karim l'a très bien mis en lumière, à partir du moment où tu vois les bras se lever, déjà c'est un très mauvais signe. C'est-à-dire, quand les bras ils commencent à se lever, ce moment-là, où les bras se lèvent, où on flotte un peu, ben c'est un moment où l'adversaire a pris un temps d'avance. Ça veut dire en fait, tu ne trouves pas les solutions au problème qui est donné par l'adversaire. Le mot qui est important, c'est ossature. Quand tu regardes l'équipe de la Suisse hier, tu sens qu'il y a une ossature, que c'est travaillé, que c'est coordonné. C'est académique, mais très efficace. Contrairement à nous. Nous, il y a une forme d'incompréhension, sincèrement, il y a une forme d'incompréhension parce qu'on avait quand même du temps. Il y avait quand même pas mal de temps pour travailler ces choses-là. Il y a beaucoup de gens se gargarisaient en disant que notre sélectionneur, Petkovic, connaissait l'équipe suisse, connaissait les joueurs suisses. Et l'équipe suisse, en ce sens qu'il y a eu... l'équipe suisse connaît bien Petkovic aussi. Et oui, bien sûr. Mais bon, lui, en tant qu'entraîneur, il connaît l'état d'esprit, il connaît la réaction. Comment un joueur comme Xhaka, que nous-mêmes on considérait comme un métronome au vu de ce qu'il nous montre déjà depuis des années, ne puisse pas être confronté à un marquage. On l'a laissé jouer. Il l'a eu sur sa coupe. Bien sûr qu'il l'a eu. Il a eu 6 à 7 On l'a laissé jouer. Ça veut dire qu'il ne connaissait rien du tout à cette équipe suisse. Mustafa, 9 buts encaissés. Problème d'animation ou de défenseur? Eh ben, c'est un tout. Une équipe, c'est un tout. C'est un tout. Quand on parle de... J'aime pas quand on situe un problème sur un joueur, comme on le fait pour Aïssa Mendy. Parce que quand on défend en groupe. On défend, si on fait un pressing, on le fait ensemble. Si un maillon tombe, ça veut dire que tout le pressing, il va dans l'eau. Donc, si on voit, par exemple, dans les courses, on n'est pas cohérent. Quelque part, je me dis des fois, si vraiment Petkovic connaît ses joueurs. Parce que quand il fait des changements à chaque fois, ça veut dire qu'il ne connaît pas les joueurs, il ne connaît pas la vérité des joueurs. Donc, je me dis des fois, si on a vraiment des joueurs cadres qui peuvent vraiment encadrer ces jeunes. Après, c'est pas, excuse-moi, après le rôle du joueur, il s'arrête à joueur. Parce que déjà que le rôle de joueur, le rôle d'entraîneur est très compliqué, très difficile, manager l'ensemble de son staff, du groupe. Le joueur, il joue. Il joue, il a son rôle de leader, on en parlait hier, leader à travers la performance, leader à travers la voix, mais il ne va pas régler tous les problèmes tactiques. Et à ce niveau-là... Il applique les consignes. Et il applique les consignes, exactement. Nous, quand on avait parlé d'attitude et d'agressivité, notamment contre l'Argentine, contre la Jordanie, on a vu qu'il y avait une amélioration, mais à partir de là, une fois qu'il y a l'état d'esprit qui est mis, qu'il y a le cœur qui est mis, ça trouve aussi vite ses limites à partir du moment où les joueurs sentent que le discours il n'est pas cohérent. Non, il n'y a pas un projet de jeu clair. Le plus important dans... Ma question c'est, les automatismes entre les défenseurs existent-ils encore? T'en penses quoi? Non, mais au-delà du... Aujourd'hui, ma lecture, elle est globale. Notre lecture en tant que jeune entraîneur, elle est globale. Elle ne s'arrête pas à la ligne défensive. Il ne faut pas aujourd'hui stigmatiser la ligne défensive ou tel joueur défensif. Aujourd'hui, on se rend compte que peu importe les joueurs qui sont alignés, et ils ont été alignés, mis à part dans l'axe, où il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais les autres postes, il y a eu beaucoup de rotations. Donc après, il y a de la stabilité. Nous, malheureusement, on n'en a pas trop eu sur l'effectif. Il y a
certaines équipes qui bénéficient de stabilité et qui se construisent dessus. Nous, on a une instabilité chronique sur le 11 de départ qui fait qu'après, les joueurs n'ont pas de repères. Et puis, faut-il lancer dès maintenant une nouvelle génération défensive? Mais c'est pareil, c'est la question, elle est pour vous aussi. Parce que moi, ce que je voulais dire, quand tu m'as lancé sur une autre question, en fait, ce que je voulais dire, c'était que le plus important dans le football, c'est la continuité, la stabilité. Il ne faut pas changer tout le temps de système, tout le temps de joueurs. Tout le monde a besoin de ses repères, de savoir comment on joue, comment on attaque, comment on défend. Et nous, depuis là, ça fait 2 ans, je ne sais pas exactement quel est notre style de jeu, autant défensivement qu'offensivement. On n'a pas une identité propre et une identité claire. Et c'est ça ce qui nous fait défaut, je pense, aujourd'hui à la Coupe du Monde, c'est qu'on est arrivé, on parlait tout le temps d'incertitude. Et bien là, c'est l'exemple flagrant du dernier match. Le temps, ça fait 6 mois qu'on emploie ce mot-là. Déjà, le temps en club et le temps en sélection, c'est pas le même. En club, vous avez toute la saison pour travailler. En sélection, vous venez sur des dates bien précises. Les joueurs sont les meilleurs joueurs du pays qui évoluent dans des top clubs. Ils sont à même de comprendre un message tactique. Déjà, tu les prends. Donc à partir de là, s'ils ont un message cohérent et déjà, tu les prends en fonction de ton concret. Projet de jeu. Oui, exactement. Le joueur que tu vas prendre, tu vas prendre en fonction de ton projet de jeu. Et quand il parle de management, le management, il ne se fait pas uniquement dans les 5 jours ou les 10 jours quand tu l'as. Il y a des échanges déjà. Là où il faut être avec les membres du staff et tout pour savoir exactement ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Là où il faut être vigilant, c'est qu'on a rarement été bon dans les transitions générationnelles. Rarement. Tout à l'heure, on parlait de la fameuse phrase de l'adjoint qui dit « oui, il n'y a pas tout qui est à jeter ». Oui, on ne va pas discuter de son aspect tactique et composition d'équipe. On parle de génération, là. Il y a certains joueurs, il faut les laisser grandir tranquillement. Il y a aussi des garçons qui ont besoin aussi, qui vont peut-être prendre, à l'image de Riyad qui a pris sa retraite. Il y a peut-être Aïssa Mandi aussi, il aura la liberté de choisir s'il la prend ou pas. Mais il y a aussi une génération qui arrive et il va falloir qu'ils soient bien accompagnés pour pas qu'on traverse aussi des mois ou des années difficiles. Cette transition, il va falloir qu'elle soit bien gérée. Accompagné par qui? Accompagné par les gens qui sont... Après, c'est aux gens compétents, c'est aux gens... Moi, on n'est pas là. On est ni là, enfin personnellement, ni là pour postuler à quoi que ce soit, ou ni là pour se présenter à quoi que ce soit. On est en poste, on travaille, on est là pour analyser et pour trouver la meilleure, proposer humblement la meilleure chose pour notre pays, parce qu'on est jaloux. On est jaloux pour notre pays. Donc à partir de là, on souhaite le meilleur. Donc on souhaite que ce soit un sélectionneur, que ce soit un staff, que les gens les plus compétents possibles puissent accompagner cette génération-là vers la Coupe d'Afrique déjà 2027. Ça veut dire que ce staff doit quitter. Mais la question, elle se posera forcément. Elle ne se pose pas. Pardon? La question ne se pose pas. Aujourd'hui, elle se pose pour l'ensemble des Algériens. Mais aujourd'hui, quand nous, demain, on embrasse ce métier, on sait très bien que quand on perd, c'est le coach qui perd. Et quand on gagne, c'est les joueurs, en grande partie, qui gagnent aussi. Donc c'est des règles du football. Hein. Ce n'est pas nous qui les avons inventées. Elles nous sont imposées par le football. C'est comme ça. Allez, je vous propose qu'on s'arrête pour écouter la déclaration de Issa Mandi, le patron de la défense algérienne. Et on revient pour en parler. Ce qui a manqué, je pense, c'est l'efficacité déjà. Que ce soit défensive en premier. On a pris 9 buts dans cette compétition, c'est beaucoup trop pour pouvoir espérer aller très loin. Et notamment aujourd'hui, sur leur première occasion, ils arrivent à marquer. En retour de vestiaire, ils arrivent à marquer encore une fois. Et nous, devant, on n'a pas réussi à... Je ne sais pas si on a cadré, je ne sais pas si on a mis en danger le gardien adverse. Donc je pense que ce qui a vraiment manqué sur ce match, et un peu plus globalement, c'est l'efficacité défensive et offensive. Et donc, c'était la déclaration de Issa Mandi. Je viens vers vous, Khaled. Est-il toujours le meilleur choix pour diriger la défense algérienne? Après, on va revenir à ce qu'on a dit depuis le début. C'est pas de la langue de bois. C'est-à-dire faire une fixette sur un joueur, je ne pense pas que ce soit la solution. C'est toujours une question d'animation défensive. Mais en fait, tout à l'heure, Karim a parlé de stabilité, de repères. C'est vrai qu'il y a des repères au niveau de l'axe central. Mais à partir du moment où à chaque fois ça change, vous pouvez rentrer dans une spirale pas d'inconfiance, mais où on n'a pas confiance. Et puis à partir de là, vous ne jouez plus de la même manière. À partir du moment où vous n'avez pas d'ossature, qu'à chaque fois ça change, c'est-à-dire que vous ne savez pas si vous allez être titulaire le prochain match, que vous faites un bon match, peut-être que vous ne jouez pas celui d'après,
Vous savez, quand il n'y a pas confiance, c'est contagieux. Il suffit qu'un ou deux joueurs n'aient pas confiance et ça le transmet aux autres. Donc en fait, on va revenir toujours à la même chose. Cohérence, ossature, stabilité, repère. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une fixette sur Issa, mais je pense que le problème est plus profond. Jamel, faut-il préparer sa succession dès aujourd'hui ou il doit accompagner justement la nouvelle génération? Nous avons des échéances très bientôt, quoi. En moins d'une année. On va jouer une Coupe d'Afrique, si mes souvenirs sont bons. À moins qu'elle soit reportée. Le problème qui se pose, avec qui doit-on entamer cette préparation? Si c'est avec cet entraîneur, ce staff technique, à qui on a renouvelé, il faut le souligner, ou quelqu'un d'autre, suite à la réaction des Algériens, parce que moi je me dis, je le redis, aucun Algérien n'est content de Pelkovic. Aucun. Je me jette à l'eau. Moi, je parle de défense. Ou du moins peu le sont. Ben, on le soutient. Il peut avoir le soutien de certaines personnes qui ont des intérêts particulièrement. Donc, moi, je me dis, si je dois faire un sondage aujourd'hui, c'est 99% de la population algérienne qui votera pour un départ de Petkovic. Oui, mais je parlais de Issa Mandi, par contre. Hein? Je parlais de Issa Mandi. Ah, d'accord. Donc j'ai confondu. J'ai confondu. Oui, je sais. Je vais voler au... Mandi, il faut lui tirer un grand chapeau pour la carrière qu'il a passée en équipe nationale, tous les services qu'il a rendus. Pourquoi on voudrait le blâmer du moment que lui-même peut-être réclamer un positionnement autre que celui avec lequel il joue régulièrement. Donc, parce qu'on le voit, ça a été un des meilleurs défenseurs de Lille. Comment, dans un championnat français où il y a une très grande régularité, au niveau de l'équipe nationale, elle n'existe plus cette régularité. Donc je me dis que le problème n'est pas seulement uniquement sur Mandi. C'est vrai qu'il met du temps un petit peu pour réagir sur certaines actions, mais il n'est pas le seul responsable. Après, il peut ne pas prendre sa retraite, et puis il y a d'autres choix. Si lui décide de ne pas prendre sa retraite, il y a d'autres centraux. Il y a Belaïd, il y a Lagui, il y a d'autres animations possibles. Et puis, on va dire, il faudra faire le choix soit de la meilleure doublette, soit de la meilleure triplette, la plus performante. Et la plus performante en équipe nationale, parce que des fois, on peut être très performant en club, et être un super joueur en club, et être moins performant en sélection. Mandi ? Il faudra juste avoir une bonne transition, parce que si, comme il a dit à Antar, il faut savoir bien gérer cette transition. C'est vrai que des fois, on essaie de situer un problème sur toute la défense sur un joueur, qui est Mandi. Je pense que Mandi, il a tout fait. C'est vrai que cette équipe suisse a joué sur nos fautes. Parce que si tu vois les deux buts, c'est des fautes individuelles, impardonnables. Après, les occasions, on a eu des occasions, on ne les a pas mis dedans. Donc c'est pour cette raison que, quelque part, je me dis, c'est vrai que une équipe, elle se base sur une assise défensive, et Mandi, on en est un. Donc, bravo pour Issa, ce qu'il a donné pour notre équipe nationale. Et la relève, elle existe. Hein. Il y a les Belaïd, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent postuler sur le poste de défenseur. Et puis, à l'issue de cette rencontre et de cette élimination, Riyad Mahrez a annoncé que ce match était son dernier match avec le maillot ou sous le maillot de l'équipe nationale. Et puis, au-delà de l'émotion, quel héritage laisse-t-il au football algérien? Karim. C'est lui qui a le plus de trophées, non? C'est lui qui a le plus gros palmarès. Oui. Donc il a une carrière incroyable. La plus grosse carrière d'un Algérien, c'est lui pour moi. Hein. C'est lui qui a fait la plus grosse carrière, qui a gagné, qui nous a ramené aussi une Coupe d'Afrique en étant un élément majeur, déterminant. Et donc voilà. Je lui aurais souhaité qu'il sorte par un autre événement que celui-là, parce qu'il ne mérite pas ça. D'une autre manière, ouais. Il mérite de sortir par la très grande porte. Et il faut qu'on apprenne aussi à soigner les sorties de nos anciens d'une manière générale. Parce que voilà, il mérite, il nous a fait tous vibrer, il nous a tous donné des émotions. On peut tous se rappeler à un moment donné où Riyad Mahrez nous a donné une émotion. Donc voilà, moi c'est avec énormément de respect.
un joueur qui jouait à ma position. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais toujours admiratif de ce qu'il était capable de faire en club. On va regarder ensemble, messieurs, sa dernière vidéo dans le vestiaire avec ses coéquipiers et on revient juste après. C'était mon dernier match, les gars. Voilà, je suis déçu de terminer sur une défaite, sur une sortie où je pense que peut-être on aurait pu faire mieux. Et il faut se dire la vérité, les gars, ça c'est le très haut niveau et à ce niveau-là, quand on fait quelques erreurs, ça paye cash. En tout cas, merci pour tout, les gars. C'est une super aventure quand même. Faut pas démériter sur ce qu'on a fait. Voilà, j'ai été fier d'avoir fait ces 12 ans ici, avec d'autres générations, avec vous maintenant. Vous avez des qualités, continuez, faut pas lâcher. Le plus important, comme j'ai dit les gars, quand on vient ici, c'est pour jouer pour le pays, pour le drapeau. Gardez ça en tête. À chaque minute, chaque match que vous allez faire durant votre carrière en équipe nationale, c'est pour le pays, les gars. Voilà. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Alhamdoulilah. Il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes. Mais le plus important, c'est comme le coach a dit, moi, je pars la tête haute. Je suis content et je suis fier de tout ce qu'on a fait. Je suis fier de vous. Et voilà, juste vous dire que c'était mon dernier match et je vous souhaite le meilleur, Inch'Allah. Avec la sélection, bien sûr, et dans vos vies et dans vos carrières. Merci. Et donc Jamel, c'était le dernier discours émouvant de l'un des plus grands joueurs de l'histoire des Verts. Beaucoup d'émotions. Riyad Mahrez a marqué le football algérien de par ses prestations, de par son palmarès. Il ne faut pas oublier qu'il a plus d'une centaine de sélections. Il a participé à la réalisation de 85 buts entre les assists et ce qu'il a marqué. Plus de 40 buts marqués quand même. Ou 40 buts. Donc je pense que 12 années au sein de cette équipe nationale, ça marque. Et un départ comme ça, par la petite porte, c'est vraiment désolant. Honnêtement désolant. J'ai beaucoup de peine pour lui parce que il ne mérite pas un tel sort. Voilà. Ceux qui l'ont condamné il y a 4 ans déjà doivent se mordre les doigts après une telle déclaration. Et puis Khaled, son départ arrive-t-il au bon moment, à votre avis? Pour lui, oui. C'est lui qui a choisi son moment. Après, ça n'enlève rien à le joueur de grande classe qu'il est. C'est vrai qu'on aurait aimé que l'aventure continue. On a senti un peu de frustration, parce que comme on l'a dit hier, on a senti qu'on avait peut-être de la place pour pouvoir continuer l'aventure. Mais je le répète, top player. Des fois, on ne se rend pas compte du joueur qu'il est, parce qu'on a l'habitude de le voir, mais le jour où il va s'arrêter, qu'on va se retourner sur la carrière qu'il a fait, masterclass. Donc, beaucoup de respect. Et puis, bravo pour tout. C'est vrai qu'on aurait aimé pour lui qu'il continue l'aventure. Mais bon, Maktoub. Moustapha, peut-on dire qu'il est le plus grand joueur de l'histoire de l'Algérie? Oui. Riyad, avec ses titres, avec tout ce qu'il nous a donné comme joie, comme émotion, c'est vrai que des fois, quand il passe à côté, on est très exigeant avec lui, parce que c'est Riyad. Parce qu'il peut, à lui seul, il peut tout changer. Donc, je dirais que je ne souhaitais pas vraiment cette sortie, mais des fois, je me dis pourquoi il s'arrête. Parce qu'on aura toujours besoin d'un joueur comme Riyad. On n'aura jamais un joueur comme Riyad à l'avenir. Comme on n'a jamais eu des joueurs comme Belloumi, comme Madjer, comme beaucoup de joueurs. Donc c'est très difficile d'avoir un autre Riyad dans les 10 ans, dans les 20 ans. Il rentre dans ce cercle très fermé. Mm-hmm. Il rentre. Bien sûr. Je pense qu'il rentre dans ce cercle très fermé sans hiérarchiser l'importance de ce qu'ont pu apporter les Belloumi à leur période, les Madjer à leur période. Et je pense que ça serait une erreur de vouloir les classer. Parce qu'eux aussi ont fait des grandes choses. Riyad a été un très grand joueur pour l'équipe nationale et il rentre dans ce cercle très fermé
des grands joueurs, des très grands joueurs de l'équipe nationale, comme Blomé, comme Madjer et Assad, et des joueurs avec qui on a grandi. Nous, on est nés en 82, moi je suis né en 82, et notre fameuse équipe nationale. Et on a grandi avec ces générations-là, et des générations qui ont grandi avec Riyad, et seront marquées forcément à vie. Et puis on le voit, un très grand joueur, un gentil garçon aussi. Donc c'est des choses qui vont marquer de ces générations de jeunes joueurs. Hunter, quelle a été selon vous sa plus grande qualité sous le maillot de l'équipe nationale? Sa plus grande qualité, je pense que ce que la plupart des supporters vont retenir surtout, sur son impact aussi, c'est en équipe nationale, je parle, c'est le coup franc. Ouais, le coup franc. Le coup franc contre le Nigeria en 2019. Je pense où là, c'est en sélection, c'est le fait d'armes. Bien sûr, il y a 45 buts ou 40 passes décisives où il participe à 80 buts ou plus de 80 buts. C'est énorme en termes de statistiques, mais il y a un fait marquant qui est le coup franc qui nous délivre pour aller chercher le titre en 2019. Moi, ce que je retiendrai au-delà de sa classe, tout ce qu'il a fait, c'est son humilité. Un joueur de la trempe de Mahrez devrait normalement être dans les cieux. Chose que d'autres personnes veulent s'arroger. Quel est son plus grand match, Karim, sous le maillot de l'équipe nationale? Pour vous? Là, comme ça, là, vous me prenez à deux pourvus. Okay. J'ai pas de... Je vous laisse réfléchir, je vous laisse 5 minutes réfléchir. Karim? Non, pareil, coup franc, grand match. contre le Nigeria. Il y en a tellement, et puis en plus, il nous a habitués, en fait. Il y a eu tellement d'actions de très haut niveau qu'en fait, on les a rendus banales. Donc, il n'y a plus quelque chose qui te marque presque. Alors que quand tu les revois, c'est pour ça que je dis quand il s'arrêtera, et il s'arrête en ce moment, aujourd'hui, pardon, et qu'on va retourner, mais en fait, il a fait des dingueries, que ça soit en club ou en équipe nationale. Donc, une action précise, c'est compliqué. En tout cas, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça dans un vestiaire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, et c'est un petit peu... J'aime. Je te mets un j'aime. Les anciens qui, d'une manière générale, ont représenté comme ça dignement notre pays, ils méritent d'avoir... Un dernier adieu. Un grand jubilé. Oui. Jubilé, ça c'est lui qui peut décider s'il le veut un jour ou pas quand il arrêtera sa carrière, mais d'avoir au moins une cérémonie à un moment donné. Il me semble qu'il y a eu une chose dont parle Karim, je crois que c'est avec Rafik Halish, non? Oui, c'est le seul qui a quasiment... En tout cas, l'un des... Il n'y en a pas eu beaucoup qui en ont eu. Ouais. Mais d'avoir un événement pour lui, quoi. D'accord. Allez, messieurs, on va s'arrêter encore une fois pour une page de pub et on revient juste après. Bienvenue dans la dernière partie de Club Mondial. Donc on parlait, donc la quatrième et la dernière partie de Club Mondial. Donc on parlait de Riyad Mahrez et la fin d'un chapitre historique. Donc une page se tourne et la question qui se pose, comment construire l'avenir et qui doit devenir le nouveau leader de cette sélection? Il n'y a personne qui doit devenir, c'est pas la question qu'il faut poser, c'est des choses qui ne sont pas imposées, c'est la nature qui doit naturellement faire les choses. Il y en a sur lesquelles aujourd'hui on peut prédire potentiellement, mais dans le football... Mais on avait parlé oui, on a déjà parlé de l'émergence de nouveaux leaders. Oui, non, mais c'est à travers des performances. Oui, ça sera les performances qui vont pouvoir légitimer le leadership de certains. En l'occurrence, moi, je parle souvent de Maza, que je trouve un leader technique déjà aujourd'hui avec son jeune âge, et qui sera là dans l'entrejeu. Après, il y en a besoin de plusieurs sur le terrain, mais lui, on sera... Déjà sur la colonne vertébrale. Ouais, la colonne vertébrale. Défenseur, peut-être un numéro 6. Oui, pourquoi pas. Et puis, messieurs, y a-t-il des motifs d'espoir malgré cette désillusion, malgré cette élimination? Toujours. Là, lesquels? Déjà, il y a un vivier. Il y a des joueurs de qualité. Donc déjà, ça, c'est la chose la plus importante. La frustration qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas exploité, j'ai l'impression, notre vivier. C'est-à-dire qu'en fait, on reste sur c'est exactement le même match contre le Nigeria. Je vais répéter ce que j'ai dit. C'est perdre, on peut perdre.
Et après, c'est comment, pourquoi, et c'est ça qui est frustrant. Donc c'est un peu la même chose avec le match d'hier contre la Suisse. Donc, mais par contre, oui, on a des joueurs de qualité, en devenir, il faut qu'ils soient bien entourés. On a aussi des joueurs qui ont de l'expérience. Jamel vient de me parler de Rami Ben Sebaidi. Donc il peut être un joueur qui va peut-être accompagner l'émergence de ces jeunes joueurs. Donc non, il y a des motifs d'espoir, bien sûr. Il y a Ben Nasser qui est ici, il est épargné par les blessures aussi. Puis en termes d'expérience, cette Coupe du Monde, elle va être d'un gain incroyable pour même les plus jeunes. Là, ils vont ressortir vraiment déjà avec des moments de pression énormes à gérer. Et ils ont réussi, ils les ont plutôt gérés. Là, ils vont endosser un autre statut où il y a certains qui arrivaient sur la pointe un peu en équipe nationale, qui n'ont pas été titularisés quelques matchs de suite à l'image de Shaibi, de Maza. Là, ils sont en train de rentrer dans l'équipe de façon définitive, à voir après leur capacité à garder leur place en club, parce que c'est ça qui va faire après aussi qu'ils vont rester performants en équipe nationale, parce que la route elle est longue en équipe nationale. Pour durer sur plusieurs années, il faut être aussi performant en club. Donc la vérité d'aujourd'hui, vraiment, il faut être très vigilant en équipe nationale, parce qu'il y a aussi leurs performances en club qui vont faire, est-ce qu'on va les revoir à ce niveau ou pas dans les mois à venir. Jamel, les jeunes, un vivier principal satisfaction de ce mondial. Il y a un potentiel en Algérie, pour peu qu'on s'y attarde un petit peu, qu'on regarde un peu de plus près. Les gens disent qu'il n'y a rien dans le football local. Moi, je pense qu'il y a que des jeunes, quand même, pas mal de jeunes, qui peuvent s'exprimer. La preuve, beaucoup d'entre eux partent généralement à l'étranger, surtout ceux issus de clubs comme le Paradou, et qui sont partis et qui se sont bien imposés à l'extérieur. Bon, lorsque je vois un Kadri jouer en Belgique, je me dis, ce joueur, il aurait pu avoir au moins une chance dans cette équipe nationale, parce qu'il fait des choses extraordinaires avec son club. Bon, les entraîneurs qui se sont succédés lui ont fait appel une seule fois, je pense. Mais bon, il y a encore d'autres joueurs ici qui peuvent aussi postuler pour une place en équipe nationale. La nouvelle génération qui émerge. Oui, il y a du potentiel, Après, dans la durée, on ne sait pas, parce que c'est dans leur championnat qu'ils peuvent être performants et venir en équipe nationale pour essayer de donner un coup de main à notre sélection. C'est vrai qu'il y a de très bons joueurs, qui font preuve dans le club, comme Tetraoui. Je vois très mal un joueur comme Tetraoui, avec tous les problèmes qu'on a au milieu de terrain, on ne lui a pas donné sa chance. Le jeune, il est courtisé par des clubs en Europe, même en Angleterre. Donc je vois très mal un joueur comme Tetraoui. Mais après, quand on voit les jeunes qui émergent, je me dirais que s'il y aurait un bon accompagnement, je dirais qu'on pourra y compter sur cette génération qui va venir. C'est des joueurs qui ont pratiquement 24 ans, 25 ans. Donc vous avez sur 3-4 ans, vous avez un potentiel énorme. Pour peu que l'entraîneur... Même des fois un peu moins. Un peu moins, ouais. Et puis Attal, quel bilan tiré de ce parcours? Quel bilan tiré de ce parcours? Le bilan, pour rester vraiment positif, c'est de s'appuyer sur cette jeunesse montante, de bien l'accompagner, parce qu'on va se retrouver pas loin de ce qu'on a pu retrouver en termes d'effectifs et de moyenne d'âge avant la Coupe d'Afrique 2019. On va retrouver quelques joueurs qui vont arriver dans la force de l'âge, qui sont dans des bons clubs, et puis là, moi je reste persuadé qu'avec cette génération-là, il y a quelque chose de très très grand à faire sur le continent. Avec le fait d'avoir emmagasiné de l'expérience en Coupe du Monde, de continuer à être performant en club, moi j'y crois énormément. Même les garçons qui n'ont pas beaucoup joué, là, Tetraoui, Boulbina, ils ont très très faim aussi de porter les couleurs nationales. Bel'Aid aussi, Chergui, Ait Nouri, Belghali, Shaibi, Maza, et d'autres qui ne sont pas là, d'autres qui ne sont pas dans la liste. Il y a au moins 40 joueurs qui ont moins de 27 ans. Il y a au moins 40 joueurs qui ont moins de 27 ans qui peuvent construire les beaux jours de l'équipe nationale dans les prochaines années. Qu'a-t-on appris de ce mondial? Je suis d'accord avec Quentin d'abord.
sur ça. C'est le potentiel de notre équipe nationale, mais c'est d'où toute cette frustration qu'on a. C'est parce qu'on le sent, ce potentiel, on le voit. Je veux dire, là, la Suisse, individuellement, à chaque poste, ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc, et après, le bilan, là, il est forcément un peu biaisé pour moi parce que je suis encore un petit peu on est encore dans l'émotion, on n'a pas dormi tous, on a quasiment fait nuit blanche, analysé après le match. Donc, le bilan, généralement, il se fait plus à tête reposée, se dire, OK, comme il a dit Antar, d'une manière positive, déjà, c'est ça, c'est-à-dire, c'est l'acquis. En tout cas, s'appuyer sur ce potentiel de la jeunesse qui a pris de l'expérience pendant ce tournoi. Et après, il y a des choses à améliorer, comme dans tout. Et puis ça sera le staff qui arrivera pour faire son bilan. Voilà. Votre surprise, ou plus grande surprise, ou meilleure surprise, Khaled? Surprise, dans quel sens? Belle surprise de ce tournoi. Une chose positive. Qu'on retient, à part l'émergence des nouveaux profils, hein, un profil Maza. qui vous a peut-être Maza, attiré. oui, Maza qui monte en puissance, qui nous avait déjà démontré son talent à travers la Coupe d'Afrique et qui aujourd'hui, pour moi, va devenir le leader technique de cette équipe, surtout après la retraite de Riyad. Donc c'est comme ça que je le vois. Donc si ça peut être une surprise, oui, je dirais ça. Mais j'espère vraiment qu'on va avoir une idée de jeu par rapport au potentiel qu'on a et on va essayer d'y travailler, rester fixé sur cette idée de jeu-là pour pouvoir faire progresser cette équipe. Parce qu'elle a une marge de progression énorme. C'est pour ça que je vous dis, c'est encore... Il y a un an, moi, je vais vous donner une anecdote, il y a un an, j'avais fait une interview dans une radio étrangère, on me l'a même reproché, où je disais ce problème. En fait, j'avais identifié cette problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un potentiel qu'on n'exploite pas à 100%. C'était après le match contre le Botswana et le 0-0 contre la Guinée. À cette époque-là, il y avait même eu, je crois, Maza et Haj Moussa qui étaient en tribune, qui avaient été mis en tribune. Donc, je me disais, comment se fait-il qu'avec tout ce qu'on a, on n'arrive pas à être cohérent sur, on va dire, quelques semaines, quelques mois. Donc aujourd'hui, moi, je pense que le véritable chantier, si je peux appeler ça, c'est d'avoir une idée de jeu par rapport au potentiel qu'on a, essayer de la mettre en place et travailler dessus. Puis après, il n'y a pas de raison. On a un potentiel, il y a beaucoup de compétences et on va revenir sur le devant de la scène, moi, j'en suis sûr. Moi, je pose une question, Radja, je me permets. Vous pensez que l'idée de jeu, elle doit venir d'un coach ou que ce soit une idée de jeu ici, à proprement dit, définie par nous, le pays, la fédération, et que le coach doit s'adapter à l'idée de jeu? Parce que moi, à titre personnel, à chaque fois, on doit s'adapter à un coach, même dans les clubs, c'est un coach qui vient, qui met sa philosophie de jeu, alors que pour moi, si on veut être un pays fort, je vais te proposer une question. Sa philosophie, il l'appuie sur quoi? De qui? Du coach, s'il vient. Il va l'appuyer sur les potentialités, sur les profils, sur l'identité d'un joueur, sur les traditions d'un joueur. Vous avez ouvert un débat de 52 minutes alors qu'on a fini, genre, je comprends pas. Non, mais le débat, il est d'une minute. Réponds-lui, s'il vous plaît, rapidement. Non, mais moi, je pense que, en fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire, à partir du moment où j'observe mes joueurs et que j'arrive à essayer d'identifier les profils qu'on a, je vais essayer d'adapter un projet de jeu en fonction de ce que j'ai. C'est-à-dire que si j'ai des joueurs techniciens, je ne vais pas jouer que de la transition. Si j'ai des joueurs d'athlétique, je vais jouer que de la transition. Donc en fait, tu vas essayer de t'adapter au profil que tu as. Nous, on a des joueurs techniques. Tout dépend de la génération dont tu vas hériter. En plus. Tout dépend de la génération, le profil de joueur. Là, aujourd'hui, si on prend par exemple le profil intrinsèque de nos joueurs au niveau athlétique, on a beaucoup de joueurs qui sont dans le même registre. On manque de puissance et on manque de force à certains postes. Donc déjà, il faut un effectif un peu plus homogène sur aussi les notions athlétiques, parce que le football, il a pris une dimension athlétique qui est considérable. Et puis après, on peut philosopher autant qu'on veut. Il y a la notion travail qui est très très importante. Travail, parce que le football avance très très vite et il n'y a que ceux qui travaillent d'arrache-pied qui feront des résultats. Et puis allez messieurs, dernière question, ce qui concerne l'Algérie, pour parler brièvement de l'Égypte avant de rendre l'antenne. Donc l'Algérie avait-elle les moyens de passer au 8e de finale ou en quart, brièvement? Bien sûr qu'elle avait les moyens, c'est pour ça qu'on est frustré. Bien sûr. Quoi la frustration? Elle est grande. Les frères ici, ensuite tous les Algériens, parce qu'il y avait de la place, On n'est pas tombé sur l'Argentine ou sur la France, on est tombé juste sur la Suisse, sur une équipe homogène et qui en voulait. Voilà. Jamel? Même chose, sentiment de frustration. Donc c'est pour ça que
On avait beaucoup de... On se voyait déjà affronter l'Argentine en quart de finale. C'était même de l'espoir qu'on avait d'aller aussi. Oui, c'est-à-dire on a cru à cette équipe. Jamal, s'il vous plaît, j'ai une meilleure question pour vous. Oui. Petkovic est le principal responsable de cette élimination. Incontestablement. Merci, bien répondu. Oui, c'est ta question. Ça, c'est une question spéciale. Oui, c'est pour Jamal, oui, je sais. En qualité intrinsèque, oui. Par contre, au vu du rendement de tous les 3 matchs, 50-50. À vous deux. Vous, Radja, vous en pensez quoi? Vous nous posez des questions tout le temps. Mais... L'Algérie avait-elle les moyens de passer au 8e, ou voire en quart, ou demi? Non, Radja, qui est le responsable ou quels sont... Voilà, il veut se mouiller. Non, je veux qu'elle se mouille, parce qu'à chaque fois, elle me dit que je ne me mouille pas. Moi, je dirais ce que j'ai dit au départ de l'émission, je dirais déception à la hauteur de l'espérance. Ouais. Ça résume C'est pour ça qu'on a dit frustration, parce qu'on est vraiment le premier supporter et on est autant déçus et frustrés parce qu'on avait vraiment beaucoup d'espoir. En fait, vous dire tous de la même chose que moi, mais bon. Voilà. Et puis allez, on va parler un peu de l'Égypte qui s'est qualifiée donc face à l'Australie au tir au but. On est obligé. Non, juste on va dire juste un petit mot par rapport à la qualification. Je pense que c'est c'est la seule équipe africaine. Pour le moment, on joue le Ghana. Il y a le Ghana qui joue. Voilà, il y a le Ghana, Colombie. Non, il reste le Cap-Vert. Et le Cap-Vert, bon, il est 1-0 jusqu'à maintenant. Donc voilà, et allez, c'était la dernière émission de Antal avec nous. Malheureusement, c'était son dernier numéro dans Club Mondial. Il est comme Mahrez. Voilà. Et il va nous faire un discours alors. On doit lui rendre un petit hommage. Il doit justement, il doit nous parler déjà de ses objectifs. Il a des perspectives. Des perspectives. Les perspectives, elles sont. C'est aussi pour ça que je pars aussi, on va dire aussi de façon aussi prématurée, parce que la semaine prochaine, j'enchaîne avec déjà la reprise au centre de formation en GESCO, où j'entame ma 3e saison, où j'enchaîne avec mon 6e diplôme depuis ma reconversion, et en l'occurrence le diplôme de formateur qui est l'UFA Elite Youth, et qui est une étape très importante pour moi dans mon développement personnel, et puis dans le fait aussi d'accompagner nous l'année prochaine sur la catégorie U17 nationaux à Angers, on va dire avec les meilleurs outils possibles, une nouvelle génération qui a besoin d'une pédagogie on va dire différente de ce qu'on a connu nous, d'acquérir, on va dire, le maximum de compétences pour faire en sorte d'être performant à l'avenir et servir mon club du mieux que je peux. Eh bien, c'était le dernier. C'est ce genre de profil, tout comme Karim et le Mouchia, dont l'Algérie a besoin. Oui. Eh bien, c'était le dernier mot d'Antar Yahya. Merci à vous, sincèrement. Générosité. La qualité de vos analyses. J'étais pas chaud au départ parce que c'est quand même, on va dire, on se met entre guillemets en péril quand on vient, nous, en tant que jeune éducateur, entraîneur, en formation, on dissèque des images. C'est formateur aussi parce que ça permet de voir des matchs, ça permet de les analyser ensemble et se dire voilà, ça je peux le refaire, ça il faut que je fasse attention. Mais j'étais pas chaud au départ, mais après l'expérience elle a été super avec vous. Elle a été très intéressante, très enrichissante. Et puis de le vivre ici, dans son pays, on part toujours le cœur très lourd. Donc hâte de revenir aussi. Et puis ce fut vraiment un véritable plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci pour tout. À vous. En espérant vous revoir bientôt avec nous. Et merci de partager avec vous ces beaux moments. Je vous laisse lui dire un mot quand même. Mais moi, les appels à 2h du matin pour me dire Karim, il y a telle séquence, regarde. Allez, peut-être un dernier mot. Non, mais passons ici, de toute façon. Toujours plaisir partagé. De toute façon, parce qu'après, on parle d'une chose qu'on aime en fait. La passion du foot. Donc, vous savez, le foot, ça fait parler. Donc, non, toujours beaucoup de plaisir. Brièvement, messieurs, allez. Bon vent. Merci. Et bon courage pour Antar, pour la suite. Merci. Pour la suite, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci pour toi, Antar. À très bientôt. Merci à vous tous, messieurs. On arrive à la fin. Ah oui, vous n'avez pas écouté. On a toujours besoin des compétences de l'enfant. Exactement. Inch'Allah. Voilà. Merci Antar, à très bientôt. Khadija. Merci à vous tous, messieurs. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.
One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!